La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd de bois épuisé, la pluie frappant le seuil comme une pluie de petites pièces que personne ne ramasserait. Élodie tenait l'air de sa fille contre sa poitrine, le tissu humide collant à sa peau, et regarda Marc derrière la fenêtre, la silhouette droite, le téléphone collé à l'oreille. Il parlait bas, mais son sourire était clair comme un verdict. Il venait de transférer les comptes, de couper l'accès à la maison, et il venait de la jeter à la rue sans savoir que le dossier fermé sur le comptoir contenait un testament qui changerait tout. L'image était nette et glacée, le sel sur la langue, le goût métallique de la peur, et une promesse lancée sans bruit. Quelques semaines plus tard, la vérité éclaterait devant des centaines de témoins. Qui aurait cru qu'un simple papier oublié pourrait réécrire un héritage, briser une fortune et redonner la garde à celle que l'on avait humiliée? Le froid du matin avait la texture d'une lame, elle sentit le cuir de sa botte craquer. L'odeur du café renversé montait encore de la cuisine vide, et la voix de Marc perçait la vitre comme une ration de sel. Élodie Martin, 31 ans, mère et ancienne gestionnaire chez la filiale où Marc avait acheté son image, devait partir. Marc Dubois, mari et homme d'affaires, conservateur et autoritaire, avait choisi la rupture comme on ferme une porte de banque. Ce n'est pas seulement la maison qui était en jeu, c'est la garde de la petite Léa, la réputation de la famille Dubois et des contrats signés dans l'ombre. Elle marcha sans regarder derrière elle et tout devait changer. Élodie était née dans une cité ouvrière de Lyon. Son enfance avait eu le goût du pain rassis et le bruit des sirènes qui passent au loin. Très jeune, elle avait appris que la dignité ne se donne pas, elle se construit. À 15 ans, elle travaillait le soir, à 22, elle partait étudier la gestion à la fac, malgré les moqueries de certains voisins. Son premier vrai emploi, au siège de la société Legrand Technologies, avait été une victoire silencieuse. Elle était une des rares employées à comprendre les rapports de la fiduciaire, à lire les lignes fines des contrats et à repérer une erreur de transfert avant qu'elle ne coûte cher. Puis vint la perte, la faillite du café de sa mère, les dettes, la rupture avec un frère absorbé par la rue. Son parcours avait aiguisé une qualité que peu voyaient, la patience. Elle n'était pas boudieuse de colère, elle calculait. Dans sa vie privée, elle avait été proche de Sophie, qui l'avait soutenue, de Julien son cousin, et de Nathalie la voisine, qui la voyait partir tôt et revenir tard. Ces 4 à 5 visages composaient sa sécurité affective. Le présent la frappa comme une étrange répétition des abandons. Ces 3 paragraphes rassemblaient son enfance, sa formation, ses pertes et son présent pour montrer que la femme jetée chez les passants portait une expertise et un legs moral que personne ne lui prêtait. Le dossier crucial était sur le plan de travail, un dossier épais avec le sceau du cabinet Le Maire et associés. Le papier avait un poids que son cœur n'avait pas, un testament judiciaire, une lettre enregistrée, une clause oubliée qui désignait une bénéficiaire en cas de décès imprévu. Elles ne l'ont pas ouvert tout de suite. La lumière de la cuisine tombait sur le cachet. Le papier sentait la cire tiède et l'office fiduciaire sentait cette odeur de meubles cirés et d'encre. Quand elle glissa l'index sous le cachet, elle sentit la rugosité du papier, le son sec d'une première page tournée et la vibration d'une mémoire ancienne. Elle lut et sa respiration se bloqua. Le document ne parlait pas seulement d'un legs, il révélait un transfert de parts dans la société Legrand, la nomination d'une fiduciaire tierce, des obligations de réserve et surtout une clause de contestation en cas d'infidélité manifeste de la partie prenante. La preuve était simple et redoutable, une signature, la mention d'une banque de Genève et le nom d'une avocate que personne ne connaissait encore. Elle comprit que ce petit dossier pouvait renverser la table dans laquelle Marc croyait s'assurer tout seul. La scène suivante montra l'instinct de prédateur de Marc. Il s'échappa au téléphone en riant, convaincu d'avoir scellé le destin. Il appela Vanessa, la nouvelle compagne, avec une voix tranchante et sûre. Le langage de Marc était sans contrition. « C'est fini, tout est à moi ». Vanessa répondit d'une voix douce et provocante. Un échange précis suivit entre Marc, Vanessa et un comptable nommé Antoine qui confirmait que le transfert bancaire était effectué. Ils discutaient de comptes offshore, de filiales et de petits montages pour effacer les traces. Dans la cuisine, la petite Léa pleurait. Le son était humide, aigu, et la mère sentait une colère lente comme une pression dans les tempes. Les gestes de Marc étaient mesurés, le parfum de son costume dominait la pièce et ses ongles griffaient le bord du téléphone. Il y eut un moment où il prononça le mot « testament » avec mépris. « Ce dossier n'a aucune valeur, dit-il. »« On va régler ça à notre manière, » répondit Vanessa. Mais l'existence d'une fiduciaire impliquée, d'une clause notariale et d'un témoin extérieur appelé Karim changeait l'opération. La scène montrait l'obstination de l'homme, mais aussi des indices que la chute était possible. Moment de tension numéro 1.
Le premier grand dilemme survint dans le parking derrière la maison, éclairé par un réverbère qui jetait autour des silhouettes une lumière crue. Élodie sentait la boue sur ses chaussures, le froid sur sa nuque et le regard des voisins qui passent comme du verre. Elle affronta Marc dans un dialogue tendu qui dura. « Pourquoi tu fais ça maintenant ?» dit-elle. « C'est fini entre nous, dit-il. »« Et la petite ?» supplia Vanessa. « Telle. Tu ne la garderas pas, dit-il. Tu ne connais rien des affaires, dit-il. Je connais suffisamment pour savoir que ce que tu as pris n'appartient pas à toi, dit-elle. Tu veux une guerre, dit-il. Non, répondit-elle. Je veux la vérité, dit-elle. Alors tu liras le dossier, dit-il. Lis-le devant moi, dit-elle. 3 voisins se rapprochèrent, Nathalie, Julien et Claire. La tension devint palpable et le souvenir d'une signature cachée fit exploser un silence. Ce moment dura et Élodie comprit qu'une décision devait être prise sur le champ, fuir ou riposter. Elle choisit de riposter. Dans le tourbillon de la déroute, elle essaya de joindre Mellemer, l'unique avocate indiquée sur le document, et trouva d'abord la boîte vocale. Le son était sec, la musique de garde dérangeante. Elle laissa un message, la voix tremblante, demandant un rendez-vous. Elle contacta aussi Sophie et Antoine, demanda des copies des relevés, fit des photos à la main des pages du testament. L'odeur du papier la rassurait, la rugosité de l'encre lui donnait un fil auquel se raccrocher. Elle se heurta à des portes closes, la banque demandait une autorisation, la fiduciaire répondait par des emails lents et un dossier manquait. Chaque refus avait la texture d'une gifle, le goût amer de la défaite. Elle reçut des messages humiliants de la part de Vanessa, des textos cruels, sigle V. « Tu n'as qu'à partir », disait un message. Julien, son cousin, proposa un toit temporaire. Sophie proposa la garde de la petite le soir et Karim offrit de vérifier les documents en tant que témoins indépendants. Ces 5 à 6 actes humains lents et concrets donnèrent une impression de puzzle où chaque pièce se mettait en place. Moment de tension numéro 2. Quelques jours plus tard, au tribunal administratif, la salle était pleine. Les odeurs de sol humide et de papier neuf se mêlaient et la confrontation entre les avocats devint un duel verbal. Mellemer face à Meduval, avocat de Marc, échangeait des longs silences puis des attaques claires. « Nous demandons la suspension du transfert, dit Mellemer. La fiduciaire n'est pas informée, dit Meduval. Il y a des preuves de manœuvre, dit Mellemer. Ces preuves sont nulles, dit Meduval. Nous avons des témoins, dit Mellemer. Vos témoins sont émotionnels, dit Meduval. La tension atteignit un point où la juge appela les parties au calme. C'était plus qu'une affaire de compte, c'est une bataille pour un héritage, pour la garde, pour le sens d'une vie partagée. Élodie ne se contenta pas d'envoyer des emails juridico-administratifs. Elle transforma sa douleur en stratégie froide. Elle se fit couper les cheveux pour paraître plus déterminée. Elle prit des cours de prise de parole chez Sophie pour apprendre à maintenir le regard. Elle s'initia aux notions de droit des successions avec Julien. Elle fit des choix pratiques, ouvrir un compte en banque séparé, récupérer des copies certifiées, engager un expert comptable nommé Antoine qui accepta de travailler pro bono. Elle utilisa la photo du testament et la transmission de documents officiels comme levier pour alerter un journaliste local, Claire Moreau, qui accepta d'examiner le dossier. Physiquement, elle changea peu à peu son allure, perdant un peu de poids, gagnant une posture. Émotionnellement, elle se durcit sans devenir froide. Les contacts vinrent un à un. Mellemer, Antoine, Claire, Karim et Nathalie constituaient une petite cellule. Leur premier acte concret fut de demander une saisie conservatoire sur les comptes transférés et d'instaurer une demande d'information auprès de la fiduciaire internationale. La technique fut simple mais implacable, rendre public ce qui voulait rester secret. Technique procédurale expliquée en bref. Une demande de saisie conservatoire stoppe temporairement les mouvements de fonds et oblige la banque à bloquer les comptes concernés, sous condition d'une procédure en justice. La fiduciaire doit fournir ses registres sous peine de sanction et la production d'une copie certifiée du testament permet d'échelonner juridiquement le montage. Les démarches administratives durèrent plusieurs semaines, mais elles sont nécessaires pour qu'une action judiciaire ait une base solide. Moment de tension numéro 3. Le soir du mariage de Marc et Vanessa, dans la grande salle chauffée, les tissus lourds sentaient la cire et la parfumière étouffaient le couloir. La pièce brillait de verre et de rires forcés. Élodie fit son entrée sans faste, mais avec une assurance nouvelle, accompagnée de Mellemer, d'Antoine et de Claire, et le silence tomba comme une lame. Les regards se tournèrent, la musique s'arrêta, et la mariée pâlit. Le téléphone de Marc vibra, on annonça la saisie conservatoire par un message officiel lu à haute voix.
La tension fut électrique, la lumière des projecteurs sembla soudain plus crue. Les invités murmurèrent, les verres tintèrent comme un glas. Élodie sentit la chaleur du tissu de sa robe, le sel sous la langue et la puissance d'un moment qui se déciderait en quelques secondes. Elle ne chercha pas la vengeance, elle exigea la justice. La scène dura une poignée de minutes, mais fit basculer des certitudes. Le grand plan d'effondrement public s'appliqua ensuite. Entre interviews, dépôts de plaintes et publications de documents, la toile se remplit d'extraits de contrats, de mentions que Marc avait essayé de neutraliser, et d'un enregistrement audio où il discutait d'une stratégie de transfert. Les réseaux sociaux réagirent violemment. Claire Moreau publie un article relayé par la radio locale. Sophie donna son témoignage à la télévision et Antoine dévoila des relevés bancaires. Le public apprit l'existence d'une fiduciaire étrangère, d'une société écran et d'une prime de transfert vers une filiale aux îles. Les mots clairs firent leur effet. Héritage, testament, transfert, contrat et preuves apparurent dans les titres. Les officiels furent contraints d'intervenir. Le conseil municipal se déchira. Le nom de Marc fut prononcé avec une nuance de suspicion. Les alliés publics affluèrent. Le maire Philippe, la journaliste Claire, l'inspecteur Lecomte, la directrice de la Banque, Mame Rousseau, tous eurent une action précise. Chacun se trouva sur la scène publique. La tension monta et la stratégie de communication devint essentielle. Le moment du jugement public eut lieu dans une salle de réception transformée en tribune. La lumière des caméras chauffait les épaules des témoins. Élodie entra sans rougir, sa voix claire résonna. Le dialogue entre elle et Marc devant les invités fut cinglant et précis. « Comment as-tu pu penser que tout était acquis » demanda-t-elle. « C'est mon droit » répondit-il. « Pas quand tu as menti » dit-elle. « Tu ne comprends pas ce que tu as fait » dit-il. « Je sais très bien » dit-elle. « Tes comptes ont été bloqués » dit le maire. « C'est illégal » dit Duval. « Le testament est authentique » dit Antoine. « Vous n'avez aucune preuve » dit Duval. « Nous avons des extraits bancaires et un témoin » dit Karim. « Je demande la restitution immédiate des parts et la garde provisoire » dit le maire. « Vous jouez la comédie » dit Vanessa. « Nous jouons la vérité » dit Élodie. Les effets furent immédiats, la musique cessa, la loi prit le dessus sur l'image. Les convives murmurèrent, des téléphones filmaient et la honte commença à peser. Les conséquences furent rapides. Une action judiciaire fut lancée pour annuler le transfert et réclamer réparation. Les comptes furent en partie gelés, certaines filiales furent examinées, et la banque dut fournir des documents sur la transaction. Les images de la soirée circulèrent, la réputation de Marc vacilla et sa société vit des partenaires se retirer. La justice ordonna une expertise indépendante et nomma un administrateur provisoire pour la filiale en question. La presse locale fit son travail, mettant en lumière la pratique des transferts abusifs et des archives de la fiduciaire. Au niveau social, le retentissement fut énorme. La communauté locale condamna le geste. Plusieurs contrats furent renégociés et la municipalité prit des mesures pour renforcer la transparence des successions et des contrats des entreprises locales. Épilogue. 1 mois plus tard, Élodie récupéra une garde provisoire de Léa et une injonction contre la vente des parts. Elle donna une partie des liquidités gelées à une association d'alphabétisation que dirige Sophie et fit une donation à un refuge pour mères en difficulté. 3 mois plus tard, une médiation publique força Marc à présenter des excuses officielles et à accepter une réparation financière partielle. La filiale passa sous contrôle d'une entité administrative provisoire et certaines clauses contractuelles furent révisées. 6 mois plus tard, la décision judiciaire annula le transfert frauduleux. La fiduciaire fut mise en cause pour manquement à l'obligation de transparence et la société de Marc dut repenser sa gouvernance. La communauté réagit. Philippe Lemaire invita Élodie à une table ronde sur la loyauté des contrats. Claire organisa une série d'articles sur les mécanismes de succession. Et Antoine publia un rapport sur les contrôles bancaires à renforcer. L'impact fut personnel et institutionnel. La demeure resta la même, mais le nom sur la porte avait perdu son air d'inaltitude. Si cette histoire vous a touché, dites-le dans les commentaires. Si vous penseriez pardonner ou chercher la justice, écrivez soit pardon, soit justice et expliquez en quelques mots. Vos témoignages aident d'autres à comprendre comment la loi peut protéger les plus fragiles. Abonnez-vous pour suivre les prochaines révélations et pour voir les documents et les entretiens complets qui ont rendu cette histoire publique. Au final, ce qui ressemblait à une expulsion devint un procès de conscience publique. Léa retrouva une mère plus forte, la communauté trouva une cause et les mécanismes qui permettaient les transferts occultes furent mis en lumière.
L'héritage ne fut pas seulement une question de fortune, il devint un test de transparence et de justice. Quelques mois plus tard, Élodie organisa une donation au refuge pour mères, fit appel à Nathalie pour accompagner les nouvelles bénéficiaires et continua de participer aux réunions de la ville sur la gouvernance. Quand on lui demanda ce qu'elle retenait, elle répondit simplement ceci: « On peut perdre une maison, mais jamais la capacité d'engager sa vérité. » La phrase resta, courte et claire.